Merci. D'accord. Bien voilà, je ne voulais pas commencer. Bon, donc c'est une conclusion un petit peu prématurée, mais je crois que, comme je le disais, donc il reviendra, et c'est tout à fait normal, au directeur de musée de conclure. J'espère qu'il pourra arriver à temps, ou bien nous prendrons une petite pause pour l'attendre. Donc je voudrais évidemment, puisque c'était une conclusion, mais ça s'impose tout de même, continuer à remercier la ville de Grenoble, Jérôme Soldeville ici présent, tous les employés du musée de Grenoble qui permettent une retransmission, me dit-on, tout à fait parfaite. Remercier les collègues présents, les auditeurs de ce colloque, et en même temps tous ceux qui sont à distance de la Chine à la Bretagne, à l'Italie, si j'ai bien reconnu les noms, donc qui donnent à ce colloque un véritable caractère international tout en se déroulant à Grenoble, et c'est très bien ainsi, puisque le côté cosmopolite et universel de la fraternité ou de la sororité a été rappelé par le maire ou par d'autres intervenants. Alors, pour commencer cette intervention, et je vous promets que l'on ne s'est pas mis d'accord, mais en bon professeur, je terminerai la dissertation de la journée par une volte dialectique, et nous reviendrons à l'introduction de Christy Piquet-Caro, donc que je remercie pour cette très très belle introduction et qui m'a conforté dans l'intuition qui n'est pas la mienne que je vais développer, mais de la justesse de l'intuition qui est celle de l'œuvre de François Bourgeon dont je vais parler. C'est-à-dire que dans la recherche tout à fait artisanale, je pense que nous sommes aujourd'hui dans l'atelier des historiennes et des historiens. Nous fabriquons ou nous bricolons ensemble un mot que nous transportons d'autres sciences humaines, de l'ethnologie et de l'anthropologie fondamentalement, de la sociologie aussi vers l'histoire pour étudier son opérativité ou pas, son utilité ou pas. Nous nous posons des questions, nous n'affirmons rien. Je voudrais donc commencer par la citation extraite donc d'un colloque qui a eu lieu en 2002 au musée d'ethnographie de Neuchâtel, je suppose bien connu à Grenoble, et qui a donné lieu à cette parution, donc le musée Cannibale. Tout à l'heure, donc, de façon complice, Jean-Loup a évoqué le rôle fondateur d'Hélène Hertz dans la construction ou dans la réapparition. Le maire de Grenoble a tout à fait eu raison de dire qu'il n'y avait pas là un mot provocateur, il n'avait pas là un lieu un espace polémique, il y avait simplement une apparition, disparition, réapparition de ce mot dans la langue française, et c'est tout à fait intéressant parce que ça l'historicise et ça montre que notre volonté n'est absolument pas de nous mettre dans une mode quelconque, mais de continuer notre métier d'historien qui est celui de croiser les sources du passé tout en étant des citoyens intégrés dans un présent. C'est une banalité que Benedetto Croce ou Marc Bloch avaient rappelé à leurs jeunes collègues. Ainsi, en 2002, Hélène Hertz disait ceci. « Ma question était si nous repensions notre patrimoine, entre guillemets, en termes féministes. Si nous le pensions en termes de matrimoine, quel nouveau régime de gestion, de gestation, de stationnement pourrions-nous engendrer ? C'est alors que les dictionnaires, grands récits historiques sous la forme d'empilement de sens, sont venus compliquer les choses. Car le prétendu néologisme n'en est pas un. Et l'histoire de son existence suivie de celle de son effacement
révèle tout un programme, ou plutôt des programmes, l'effacement étant en même temps une perte et une trace qui autorise de possibles retrouvailles. Dans ce qui suit, j'applique un des programmes possibles. Partant du récit de vie d'un mot tout mort, matrimoine, je m'intéresse d'abord aux transformations subies dans l'histoire par cette forme particulière de propriété qu'était le matrimoine. Je postule ensuite une analogie catégorielle entre cette propriété féminine et celle des sauvages, puisqu'on se pose la question en 2002 de savoir qu'est-ce qu'on va faire des objets qui ont été spoliés par les colonisations, et donc quel lien peut-il y avoir entre ce matrimoine qui, depuis le XIe, XIIe et XIIIe siècle, indiquait très clairement la propriété féminine, puis qui a disparu de la langue. Or, si les mots disparaissent, les choses disparaissent. Car en tant qu'intellectuels, nous le savons, le monde est constitué de mots. Et notre devoir n'est pas d'inventer des mots pour nous faire plaisir, mais pour dire ce que des réalités non nommées figurent et incarnent. C'est un devoir à partir donc de notre réflexion sur le passé et notre rendu à un grand public qu'on espère plus large. Et c'est donc cette interrogation sur le mot patrimoine, matrimoine donc, que j'aimerais mener avec vous au travers de quelques réflexions qui n'étaient que simplement conclusives. Première possibilité, en vous écoutant, est-ce que le matrimoine constitue un legs d'une typicité qui relèverait des femmes pour l'histoire en général? C'est une question que l'on peut se poser et qui relève de la production du matrimoine. C'est une première hypothèse. Deuxième hypothèse, à partir de ce que j'ai entendu, est-ce que le matrimoine est plutôt un legs d'un objet typiquement féminin? C'est différent. Donc là, on n'a pas donc la production, mais on a l'objet produit. Est-ce qu'il y a une typicité féminine de cet objet produit offert à l'histoire? Troisièmement, est-ce que le matrimoine est un legs de femme à femme? On peut se poser cette question-là, donc, qui n'est pas exclusive des hommes, mais qui s'adresse spécifiquement donc à des femmes. Et c'est pour cela que j'ai beaucoup apprécié la très belle expression d'Erika Mnuchin, donc un libre échange horizontal entre femmes. Un libre-échange horizontal entre femmes qui, immédiatement, déconstruit une histoire de la verticalité dont on pourrait imaginer qu'elle est davantage celle, donc, d'un récit dominé par une parole plus masculine. Ou bien un récit de femmes qui copierait des formes masculines. Je n'ai absolument rien contre Olympe de Gouges, bien évidemment, qu'Olivier se rassure, mais héroïser les femmes pour montrer leur capacité tout à fait égale à entrer dans un panthéon, n'est-ce pas finalement faire comme les hommes finalement et reproduire une geste d'homme pour les femmes? C'est une question qu'on peut poser aussi aux femmes héroïques du XVIIIe siècle. Et vous comprendrez pourquoi je vous pose cela en fonction des héroïnes anonymes, fictives et tout à fait normales, j'allais dire, que sont les héroïnes de François Bourgeon. Enfin, dernière hypothèse, le matrimoine renvoie-t-il, on l'a vu dans la très belle communication de Frédéric Samy, à un rapport très matériel, celui de la propriété, celui en fait de la matérialité de la transmission d'une richesse qui met les femmes au cœur d'une histoire sociale économique qu'il ne faut pas oublier, car elle produit des pouvoirs, elle produit des relations de force, bien évidemment. Et je vous rappelle qu'un de mes maîtres, Robert Dessimond, dont j'ai suivi plusieurs années le séminaire à l'école des hautes études, avait, à partir d'un certain moment de sa carrière, a décidé de construire les généalogies de parlementaires parisiens par les femmes et plus par les hommes, montrant bien comment, en fait, le calcul matrimonial par la recherche de la dot la plus importante de telle fille d'avocat, de telle fille de procureur, de telle fille de juge ou de magistrat, constituait la vraie compétition économique qui permettait ensuite aux hommes de tirer prestige à partir de la dot des femmes. C'était donc une reconstruction complète des filiations au sein du Parlement de Paris par la construction de généalogies
féminine qui excluait les hommes qui n'étaient là que pour mettre en valeur, indépendamment de leur fonction et de leur office de magistrat. Donc, ces questions-là, en réalité, eh bien, on les trouve à l'état de fiction, on les trouve à l'état d'un récit qui pourrait ne pas paraître très véritablement sérieux et qui est en fait le récit donc, que je vous propose de découvrir. J'avais envie de passer un moment, non pas un peu plus agréable, mais en attendant un peu plus imagé. Certains connaissent mon goût pour la bonne bande dessinée. Une bonne bande dessinée, donc, qui, si je ne me trompe, naît dans la fin des années 70 à Grenoble même, aux éditions Jacques Glénat, donc, sous le génie, le trait génial donc du dessinateur et scénariste. Donc, il a ces deux talents. Donc, je parle de François Bourgeon. Alors, pourquoi il me semble pertinent, j'espère, et pas simplement une pirouette de fin de colloque pour vous détendre, de vous parler de cette grande saga qui est celle de François Bourgeon, eh bien, tout simplement parce qu'elle s'inscrit, à mon avis, directement dans la réflexion sur le matrimoine. Alors, je vous présente, pour ceux qui ne le savent pas, mais je vais aller rapidement. Donc, c'est une saga qui se construit sur 43 ans de la vie de François Bourgeon. Hein. On peut pointer, là ? Waouh ! Oui. Alors, donc, on a le premier cycle, donc les passagers du vent, qu'il aurait dû appeler les passagères, d'ailleurs, du vent, donc, qui se situe entre 1979 et 1982, où l'héroïne, donc Isabeau, va en fait situer son récit. Nous sommes entre 1782 et 1789. Donc il va laisser ce récit, il le reprend au début du XXIe siècle, entre 2008 et 2010, La petite fille au bois caïman, donc, qui est en fait le récit donc d'une nouvelle héroïne, qui est l'arrière-petite-fille de Isabeau, et qui s'appelle Zabo, donc, et qu'il reprend en 1865, en pleine guerre de sécession américaine, donc, et cette jeune fille part à la rencontre de son arrière-grand-mère. Par les effets donc de l'histoire, François Bourgeon termine son immense saga donc par Le sang des cerises, où Zabo, à la suite de son veuvage, manifestement perdre son mari, donne des ailes et libère les dames, donc, et Zabo donc se retrouve mêlé aux événements de la Commune de Paris, donc nous sommes en 1870-1871, dans le dernier cycle du sang des cerises, nous sommes en 2023. De 1979 à 2023, François Bourgeon, un homme de son temps, a vécu donc la révolution sociétale dans laquelle nous sommes et dans laquelle on est parti donc d'une date où le MLF, juste après le vote donc de la loi sur l'interruption volontaire de grossesse, donc est arrivé donc à une société qui remettait entièrement en cause, et ce n'est pas sans difficulté, donc la place des hommes d'abord, surdominante donc des hommes dans la société, et une nouvelle lecture du rôle des femmes. Alors vous pourriez me dire, bon, eh bien, il y a un impensé qui est terriblement handicapant dans cette petite communication qui fait que c'est un homme qui a fait cette saga-là. Oui, d'accord, mais comme je suis un homme des Lumières et plein d'un idéal universaliste, je pense qu'il y a des hommes qui sont profondément amis des femmes et qui partagent leur lutte, et je pense qu'il y a des dames qui ne sont pas forcément très amies des dames. Quand commence l'histoire ? Et c'est intéressant. Et c'est intéressant pour continuer l'intuition de Christie qui me semble excessivement importante pour moi, continuer la démonstration que je voudrais vous faire autour de l'œuvre de François Bourgeon. Elle commence le 8 février 1962 à Charonne. Bourgeon, donc, qui est un jeune homme profondément pacifiste, fait partie des services de la Croix-Rouge pour essayer de porter main forte aux gens dont on savait que déjà ils allaient être matraqués par une police qui n'était déjà pas forcément la plus gardienne de l'ordre qui soit. Or, le 8 février 1962, la vie de Bourgeon change, donc
Vu la violence policière, donc il recueille plusieurs personnes très blessées, dont un vieux monsieur qui va mourir à l'hôpital, et il dit que ça l'a profondément marqué dans un long entretien qu'il m'a accordé. Et il n'était pas destiné du tout à la bande dessinée, mais il va se dédier donc à l'illustration. Et il m'expliquait donc que cette prise de conscience de ce qu'était la France colonialiste a été déterminante pour lui à partir de cette date-là. Il devient illustrateur pour des journaux de jeunes filles, et notamment Lisette, où on lui demande d'inventer des héroïnes pour les jeunes filles. Puis il va y avoir une importante rencontre dans le monde de la bande dessinée qui devient adulte, dit-on à ce moment-là, avec Claude Forest, l'inventeur du personnage Barbarella, qui, vous savez, donc est cette femme forte qui, justement, tient la dragée haute aux hommes et qui va inspirer, ne serait-ce que par sa personnalité, donc Claude Forest aussi, le jeune dessinateur qui est François Bourgeon. Et donc, à partir de ce moment-là, va naître donc de la part de Bourgeon la volonté d'écrire donc une saga, donc bien évidemment, qui va être déterminante pour lui à l'intérieur donc de son œuvre. C'est un homme parfaitement méticuleux. Les historiens ne sont pas les seuls à détenir l'histoire. Elle peut être très bien faite par des gens qui n'ont pas les diplômes universitaires pour faire l'histoire. Elle peut être mal faite ou elle peut être très bien faite. François Bourgeon est un obsédé du détail, de la réalité et de la vérité. Et c'est ainsi que, ou de l'authenticité, comme vous voulez, c'est-à-dire un petit peu des objets qui nous intéressent. Donc c'est un homme qui a connu toute la grande aventure de la redécouverte de l'histoire maritime autour des travaux donc, de Jean Baudrillot et son fameux vaisseau de 74 de canon. C'est un homme qui a construit chez lui le vaisseau de 74. C'est un homme qui lit toutes les sources qu'il cite. C'est un homme qui a reconstruit chez lui le quartier de Montmartre, là où se situe la bataille de la Commune, pour pouvoir être le plus juste possible. Donc toute sa maison est entourée en fait de reconstruction. Il a reconstruit le comptoir commercial de Judée sur la côte du Sénégal pour comprendre comment circulaient maîtres, esclaves, femmes, hommes dans un comptoir commercial esclavagiste. Donc c'est quelqu'un qui ne fait pas simplement que de la fiction. Ces personnages sont des personnages de fiction, mais ces personnages de fiction s'insèrent évidemment dans une recherche historique qui est tout à fait impeccable. Alors, la question en fait que nous pose Bourgeon, c'est de quel temps parle-t-il pour ces femmes ? Puisque il y a en fait dans l'œuvre de Bourgeon, 5 générations de femmes qui se succèdent. 5 générations de femmes qui se succèdent. Donc nous avons une périodisation emboîtée, une chronologie qui est multiple, non continue, disruptive, et qui raconte, vous comprenez pourquoi j'ai posé cette question à Erika Manucci, une histoire au rythme biologique de ces femmes qui sont liées par la maternité et donc par la filiation de mère en fille, mais pas seulement. Elles sont aussi amies, elles sont aussi complices, elles sont aussi solidaires, elles rencontrent des hommes. Et ces 5 générations de femmes, c'est intéressant, se trouvent entre 1764, c'est la naissance d'Isabeau, et 1953. Donc on a un récit finalement de l'histoire de France, de la perte du premier empire colonial, 1764, année fondamentale donc de la fin de la catastrophe de la guerre de 7 ans, jusqu'en 1953, à la veille du début de la guerre d'Algérie. Ce n'est pas un hasard. Dans ces 5 générations de femmes, il y a des histoires entrecroisées. Donc, vous l'avez vu, donc, il y a l'histoire des révolutions, puisque on va raconter donc l'histoire. On va raconter d'abord une histoire qui arrive juste à la veille de la Révolution française, et dans une seule case de la fin de l'ouvrage, il est mentionné qu'on a pris la Bastille. On se trouve sur une plantation esclavagiste, donc
Haïti colonial, ou de Saint-Domingue, Haïti colonial. Donc, si Christy nous dit qu'on peut aussi l'appeler ainsi. Donc, nous sommes ici sur un autre moment de rupture révolutionnaire, qui est le rejeu de la lutte qui a commencé à Saint-Domingue, mais dans la guerre de sécession américaine, donc une double problématique d'une révolution mal finie, non finie, infinie aux États-Unis, qui voit naître une république esclavagiste, et donc le problème demeure celui de la libération, l'émancipation et d'une révolution possible, donc des Noirs reconquérant leur liberté, pour une troisième grande révolution, 1871, celle de la Commune. Alors, la question est la suivante. Bourgeon va-t-il faire un récit du continuum de ces révolutions? Eh bien, la réponse est non. Et à mon avis, c'est là la clé de l'agentivité et du matrimoine narratif, du matrimoine historicisé que livre Bourgeon à son lecteur. En clair, la première idée que je voudrais exposer, c'est que Bourgeon confie l'histoire aux femmes. Il confie l'histoire confiée aux femmes. Alors, comment confie-t-on dans une bande dessinée une histoire aux femmes? Alors, il me semble que pour écrire cette anti-histoire d'un roman national, cette anti-histoire de France et de ses tragédies et de ses révolutions ratées successives, il va y avoir en fait un coup de génie de la part de François Bourgeon, mais qui, à mon avis, rejoint justement quelque chose qui m'importe beaucoup, qui est en fait la transformation, et Bourgeon, lui, n'est pas historien, il ne le sait pas, de la question du régime d'historicité. Le régime d'historicité, donc la question que pose au début du XXe siècle François Hartog, qui est en fait la question de savoir comment les acteurs de l'histoire vivent un moment rupture de l'histoire et comment ils l'interprètent comme étant moment de rupture de l'histoire. C'est-à-dire comment chacun, en fonction de sa culture, de sa mentalité, de sa religion, de sa représentation du monde, voit, comprend ou ne comprend rien à un immense changement en train de se produire. Par exemple, aujourd'hui, qui comprend ce qui se passe dans la rupture donc grave que nous vivons aujourd'hui. Je crois, on vit un régime d'historicité donc qui est tout à fait évident et une dictature du présentisme peut-être à cause des médias, donc que l'on pourrait interroger. Le coup de force de Bourgeon dans le récit de l'histoire par des femmes donc, qui n'ont pas existé, mais qu'il présente comme des femmes tout à fait simples, qui n'ont pas marqué l'histoire, qui sont des anti-héroïnes, c'est le décalage historique. À mon avis, c'est ça l'histoire, la puissance de la narrativité féminine dans l'œuvre de Bourgeon, c'est le décalage historique. On ne raconte pas l'histoire au moment où elle se passe. C'est-à-dire qu'il y a un décalage qui est très intéressant, donc, parce que, en réalité, cette histoire-là, pardon, je reviens, je joue avec comme je peux, voilà, cette histoire-là, qui se déroule fondamentalement entre 1787 et 1789, raconte la traite négrière des années 1760-1780. C'est donc l'intuition que la traite négrière a été non seulement une expansion, mais un dérèglement tel du capitalisme mondial qu'elle a amené une crise entre la France et l'Angleterre et provoqué pour un des deux pays la Révolution. Le coup est fort, donc, qui fait que cette femme Isabeau, qui se retrouve donc dans une exploitation esclavagiste donc de Saint-Domingue, donc ou Haïti colonial, raconte en réalité, parce qu'elle écrit des lettres, raconte en fait sa jeunesse et, au travers de sa jeunesse, ce qu'a été en fait l'aventure négrière, un décalage de 20 ans. Ici, c'est encore plus fort, parce que nous avons en fait dans le deuxième temps, je vais essayer de retrouver l'image, voilà, nous avons dans le deuxième temps donc quelque chose qui est absolument extraordinaire. Voici Isabeau qui a 98 ans. Voici Isabeau qui a 98 ans, donc, et qui vit dans les Baguilles. Et voici son arrière-petite-fille qui est en fait Zabot. Et Isabeau va nous raconter dans Bois Calmont
1791. Nouveau décalage, nouvelle narrativité post-traumatique, post-événementielle. Là où un homme aurait raconté l'histoire à chaud, on a fait ceci, on a attaqué la Bastille, on a pris cette loi, on a fait telle et telle chose. On a des histoires en décalage racontées par des femmes, comme si, en fait, l'histoire ne pouvait s'écrire de suite, était racontée de génération en génération par des femmes à d'autres femmes, au nom, parfois même, de la violence de l'histoire. Une histoire d'homme, c'est une histoire aussi violente. Une histoire de révolution, une histoire de guerre, une histoire de conflit. C'est fondamentalement cette histoire du malheur dont Queneau disait « il n'y a pas d'histoire, l'histoire c'est toujours l'histoire du malheur ». Ces femmes portent des malheurs. Ces malheurs sont toujours les mêmes. L'acmé de la violence en temps de guerre ou de violence, qui est le viol. Toutes les femmes ont été violées à un moment tragique de l'histoire des révolutions, ce qui démythifie la révolution comme une geste assez extraordinaire et qui montre la fragilité physique des femmes face à des hommes donc violents, brutaux, qui les ont violées. Et bien sûr, le dire est difficile, le dire nécessite toute la finesse, toute la subtilité de Bourgeon qui ne plonge jamais, si vous connaissez son style, dans un quelconque voyeurisme et qui se fait toujours par confidence, deux à deux, des années et des années après. Donc on a une chaîne de viols qui constitue une autre histoire cachée, bien évidemment, qui se chuchote, qui se fait sous forme de confidence, mais qui structure la chaîne insécable de ces femmes liées par la maternité. Autre coup de force narratif de Bourgeon qui me semble tout à fait remarquable, c'est l'histoire de France par l'extérieur. C'est l'histoire de France par l'extérieur, donc, qui est tout à fait remarquable. Si l'on suit la saga de Bourgeon, on est d'abord dans l'océan Atlantique, dans un bateau qui fait donc la traite négrière. On se retrouve en Argentine, on se retrouve dans la Caraïbe, on se retrouve ensuite dans les bayous, on repasse par Paris, mais on repasse par Paris pour y rester peu de temps. Pourquoi ? Eh bien parce que la troisième saga, celle de la Commune, ne concerne pas simplement Paris. Quand est-ce qu'on va raconter la Commune ? On va raconter la Commune au travers de Zabo, qui a été déportée en Nouvelle-Calédonie. Et quand est-ce qu'elle raconte cette histoire-là ? En 1878-1879. 1878-1879, c'est la grande révolte kanak des Tapai, qui va être réprimée de la manière la plus brutale qui soit. Donc, on a non seulement une contre-histoire de France par l'histoire de son premier empire colonial jusqu'à son deuxième empire colonial, la fille supposée de Zabo qu'elle a perdue dans l'événement dramatique de la Commune, avait un père qui est allé faire la conquête du Tonkin, donc on parle même de l'Indochine. Donc on a en fait toute une histoire de la conquête coloniale française qui raconte en fait à la fin l'histoire d'une spoliation voulue à l'intérieur de la France. Et on a le même décalage, c'est-à-dire que Zabo raconte dans un voyage en train après qu'elle soit retournée de sa déportation en Nouvelle-Calédonie, elle raconte à sa fille putative, donc, l'histoire de la Commune, avec un nouveau décalage, avec une nouvelle période, donc, qui permet de raccrocher l'histoire décalée de la Commune et des traumatismes et des souffrances que les femmes de la Commune ont vécues, mais toujours avec ce décalage. Je pense que ce décalage est constitutif, pour Bourgeon, de ce que je pense être une possible piste pour penser la notion de matrimoine. Et donc, ce registre d'historicité me fait poser une question peut-être provocante, qui est la suivante, donc, et qui pourrait se résumer ainsi. Est-ce que les femmes vivent la même histoire que les hommes ? Eh bien, moi, je ne le crois pas. Je crois que c'est une histoire différente. Je crois que c'est une histoire différente que vivent les femmes. C'est une histoire différente, donc, lorsqu'elle est traversée par ces femmes, parce qu'elles le vivent différemment, dans leur corps, dans leurs liens, dans leur
filiation et dans leur approche aussi solidaire à d'autres formes de personnes qui peuvent être soit minorisées, soit infériorisées. Parce que cette histoire que traversent ces trois femmes, ce sont des histoires d'amitié aussi avec d'autres femmes, des femmes acadiennes, des femmes cajunes, des femmes créoles, des femmes kanaks, ou bien la grande amie de Isabeau, qui est une femme anglaise, et donc qui symbolise aussi cette femme étrangère dans le royaume de France à ce moment-là. Donc je pense qu'il y a là, en fait, quelques éléments qui permettent de penser, donc, comment un matrimoine pourrait être pensé comme des successions chronologiques de périodisation différentes, vécues différemment, des périodes différentes vécues différemment par des femmes, retranscrites entre femmes, laissant supposer, bien sûr, une spécificité par rapport à leur autre agentivité politique. C'est le dernier point que je voudrais développer, leur agentivité politique. En effet, si on raconte en permanence une histoire dont le fantôme et sont les révolutions qui ne sont jamais racontées directement, pourquoi ? Eh bien parce que ce qui fait le fil entre les révolutions, qui sont des acmés d'histoire, mais des acmés d'histoire qui se terminent généralement par des tragédies ou par des catastrophes ou par des dictatures ou par des histoires, des révolutions ratées, n'empêche pas ce que Michel Rio-Sarcey, je regrette qu'elle ne soit pas là, a démontré comme étant en fait la République souterraine. C'est-à-dire quelles sont les actions des femmes qui, hors des moments glorieux d'histoire de la Révolution, 1789, 1794 ou 1848 ou 1871, font que l'espoir demeure. Et là, cette agentivité, je l'appellerai avec François Bourgeon, insolence, impertinence, refus d'obéir, dissidence, résistance, dont parlait Christie ce matin, révolte, insoumission, opposition silencieuse et résiliente, lutte, combat, prise d'armes, jusqu'à des révoltes ou des révolutions qu'accaparent éventuellement les hommes. Mais toutes ces actions, qui sont des actions contre l'État, contre le pouvoir, contre des figures de domination, à mon avis, sont très bien représentées par ces deux héroïnes et les 5 générations de femmes qui ne s'en laissent pas compter, vous l'imaginez bien. Alors, pour terminer, j'aimerais reprendre une parole de femme, Hélène Hertz, qui, dans la conclusion de sa communication, repose la question de cette manière-là. Elle dit, dans la conclusion de sa communication, l'histoire sociale, étudiée dans une perspective de genre, a bien démontré le processus de domestication, voire de privatisation de la femme en Occident, qui commence avec l'éradication plus ou moins totale du mode de production familiale et s'impose dans le capitalisme industriel, posant de fait la centralité du XIXe siècle dans la disparition du matrimoine. Évidemment. L'expression idéologique qui accompagne ces changements socio-économiques culmine dans la pensée victorienne, comme le montrent des historiennes et des politologues féministes. Une série d'oppositions régulant la vie publique et privée de la bourgeoisie conquérante est systématisée et rigidifiée en véritable idéologie de genre à partir donc de la rédaction du Code civil et de la mise en place des cadres et des normes de la société victorienne. Hommes contre femmes, propriétaires contre absence de propriété, sphère publique contre sphère privée, autonomie contre dépendance, raison contre arraisonnement, égoïsme contre altruisme. Une propriété féminine légitime, à partir de ce moment-là, est institutionnalisée sous la forme du matrimoine, appartenant à une femme qui agit raisonnablement, en pleine autonomie et même par intérêt matériel, devient tout simplement une impossibilité idéologique, un vide de mots et donc un silence. Ainsi, l'invisibilité des révolutions des frères, mais des sœurs aussi, pas simplement des mères et de leurs filles, sert peut-être dans cette histoire longue de la colère populaire que dessine François Bourgeon à mettre davantage en valeur la dignité des combats féminins et la sororité de leurs révoltes, qui, pour ne pas avoir autant marqué l'histoire,
constitue la trame biologique, maternelle et sororielle de la colère politique comme sursaut civique, civil, et porte les femmes, même les plus anonymes, surtout les plus anonymes, donc, à engendrer silencieusement, mais de façon incarnée, acharnée, obstinée, toujours accrochée à la vie, à la leur et celle de leurs enfants. La Révolution est une matrice de l'histoire, car elle en est le moteur, en aucun cas l'accident. Là où toute une historiographie est obnubilée par l'histoire comme construction de l'État, de la nation, par des moments qui seraient la révolution des hommes, Bourgeon raconte une histoire longue des renversements de pouvoir et des luttes contre l'injustice. Et donc, c'est important, ce mot de justice qui est central dans l'œuvre de Bourgeon, comme il me le rappelait il y a quelques semaines. Mais il ne s'arrête pas là. L'histoire, comme dans tout bon ouvrage, devient la découverte d'une source cachée, celle de l'histoire matriarcale, celle de l'histoire des femmes, du matrimoine, encore largement invisibilisée. C'est une réflexion sur le temps long qui fait de l'histoire un continent conquis par les mères, qu'elles soient potentiellement mères, qu'elles soient symboliquement mères, d'ailleurs, bien évidemment, qu'il n'existerait pas, en fait, une patrie pour mourir, donc une histoire mortifère qui irait de révolution en bataille, en guerre, mais une matrie pour vivre. Merci. Bien, donc si vous voulez poser des questions, donc à Clarisse et bon, moi c'était une conclusion, donc mais je ne sais pas où est le micro. Juste un petit insert. Laissez la photo de Sharon. Un petit insert pour faire le lien qui n'a rien à voir avec le matrimoine. Un des adjoints de Grenoble qui a laissé son nom au grand parc de la Villeneuve est Jean Verlac, qui était un des responsables du Parti socialiste unifié et qui a été un des militants gravement blessés à Charonne. Bon, Grenoble est encore une fois... Avec François Beaujour. D'accord, Grenoble est encore au centre de cette histoire. Je voulais voir si je vais rater une image à vous montrer. Bon, ça me fait rebondir sur ce que vous parliez de Verlac Jean. Moi, j'avais connu Verlac Colette, justement sa femme aussi, donc à qui ils ont été, en fait, ils ont commencé leur militantisme dans la résistance, donc c'est-à-dire les chrétiens et chrétiennes combattants et combattantes en 1944. Voilà, donc elle était sociologue, qui était moins dans la vie publique, politique, élue, élective, etc., que Jean, mais voilà, donc rappeler aussi la place dans la famille Verlac des femmes. Et puis voilà, moi ça me fait penser aussi un peu tous les débats plutôt méthodologiques, parce que vous avez évoqué Hartog sur l'historicité. Oui, j'ai pas eu le temps de parler de Koselleck, je voulais aussi parler de Koselleck. C'est très important sur le futur passé, mais c'est l'idée comment on fait à un moment donné, en plus de l'histoire féministe ou l'histoire des femmes, ou tout ça, comment on fait féministement, je ne sais pas comment on devrait dire, féministement, de l'histoire. C'est un peu le même passage qui est très très important, qui a été un peu opéré dans le cinéma à travers l'idée de Godard, comment on fait des films politiques aussi, mais comment on fait politiquement des films, par exemple. Ça, ce passage de 68, je pense que le passage aussi dans l'histoire des femmes après 68, après 62, dont on parlait, est complètement congruent à tout ça. Et donc c'est un peu ce que racontent aussi des collègues aussi, ou des personnes dans le monde anglo-saxon qui parlaient de Her Story. Voilà. Et c'est en fait comment finalement on découvre cette sorte d'histoire qui apparaît sourde, souterraine, complètement comme ça, décalée. Parce qu'elle est en même temps aussi dans la fabrique elle-même de l'histoire, dans cette matrice dont vous parlez, elle est constitutive de ça, quoi. Voilà, bien sûr. D'où l'importance du triple décalage.
Une histoire des femmes par les femmes, une histoire du centre par la périphérie et une histoire du moment présent par un décentrage chronologique.